décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, on doit de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. Est-ce que vous me recevez? Par la guerre civile, la démocratie bananière finira par la guerre civile. Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Est-ce que vous me recevez? Pompe tribale, pompe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour les républiques bananières. Comme j'ai pas annoncé, je peux faire qu'on donne un peu de temps aux gens de se connecter, partager, d'autant plus qu'on n'est pas sur mon compte réel. Donc beaucoup de gens ne savent pas que depuis ce matin j'ai été bloqué, donc je laisse un peu le temps aux gens de nous rejoindre. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, on doit de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. Partagez pour permettre à ceux qui sont sur mon compte principal d'être informés. On va commencer très bientôt, ne vous inquiétez pas. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Envoyez les cœurs pour qu'on ne signale pas la vidéo. Envoyez les cœurs pour que la vidéo ne soit pas signalée, s'il vous plaît.
Bonsoir, maître. Par la guerre civile, la démocratie bananière finira par la guerre civile, la démocratie bananière. Bon, bonsoir, chers amis. Je pense que j'ai simplement improvisé cette discussion de ce soir parce que je pensais qu'elle est importante et qu'elle est nécessaire. Vous avez forcément remarqué, c'est pas mon habitude de faire des directs sur cette page, premier élément, et même de faire des directs de plusieurs temps, mais en certaines circonstances, il faut parfois se mobiliser, il faut parfois faire plus que ce qu'on donne quotidiennement, il faut parfois entreprendre certaines initiatives qu'on n'a pas l'habitude d'entreprendre. C'est pour ça que j'ai voulu discuter avec vous ce soir de la résistance. Je commence déjà par vous dire que nous sommes tout à fait au courant et conscients des enjeux qui se déroulent actuellement. Et c'est à la fois désespérant, mais encourageant. Désespérant parce que jusqu'ici, il y en a encore des Camerounais qui pensaient que le régime de Biya avait encore une once de lucidité dans son analyse du contexte sociopolitique et même géopolitique et géostratégique. Mais il apparaît qu'on a un régime de criminels, on a un régime de barbares, on a un régime de sauvages, on a un régime de tueurs. C'est vraiment dans cette perspective qu'il faut appréhender toute cette violation à la fois des droits de l'homme, des violations physiques qui sont en cours actuellement au Cameroun. C'est déplorable. C'est déplorable dans la mesure où nous sommes là au bord d'une situation qu'on peut éviter, qu'on aurait pu éviter, mais vers laquelle nous pouvons aller inéluctablement. Aujourd'hui, nous allons principalement discuter ensemble des marches parce qu'il faut faire d'abord déjà le bilan des marches du 1er juin et ensuite nous allons parler des marches du 8 juin. Les marches du 1er juin ont été un succès. Elles ont été un succès parce que statistiquement, plus de Camerounais sont sortis le 1er juin que le 26 janvier. C'est la raison pour laquelle, statistiquement, il y a plus d'arrestations le 1er juin que le 26 janvier. Nous sommes simplement dans l'ordre des mathématiques. Nous sommes dans l'ordre des mathématiques. Ça veut dire que la révolution est en train de gagner. Certaines personnes ne perçoivent pas encore toute la dynamique positive qui est en cours dans cette lutte. Mais il est clair que le travail que les Camerounais, qui soient partisans du MRC, ou de la société civile, ou encore qui soient simplement engagés sur le terrain du changement, abattent à l'intérieur du Cameroun et dans la diaspora, commencent à porter leurs fruits. Il y a une prise de conscience déjà généralisée, qui s'étend progressivement à plusieurs sphères de la société, qui nécessite simplement un soutien plus important. Donc il faut déjà encourager et féliciter tous nos compatriotes qui ont eu le courage, parce que c'est un courage important, c'est un courage nécessaire, c'est un courage vital d'aller affronter dans la rue la plus vieille satrapie, la plus vieille dictature d'Afrique, l'un des régimes les plus criminels du continent. Il faut féliciter nos camarades qui ont bravé justement, qui ont bravé ces interdictions illégales, nous allons y revenir, qui ont bravé ce déploiement sécuritaire pour terroriser toute une population, qui ont décidé d'aller revendiquer, d'aller manifester leurs sentiments de colère. Parce que c'est de cela qu'il est question en réalité dans la résistance. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue, en dépit de notre colère, en dépit de notre volonté de changement, il ne faut pas perdre de vue quelles sont les raisons des mobilisations actuelles. Les raisons des mobilisations actuelles sont fondamentales. La première raison, c'est le non au hold-up. L'élection présidentielle n'est pas finie. Il faudrait que ceux qui pensent que c'est fini sachent que nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner parce que le pays sur lequel nous travaillons, le pays dans lequel nous vivons, le pays dans lequel nous sommes originaires, le pays pour lequel nous avons nos familles, le pays pour lequel nos enfants
vont se battre ne peut pas grandir sur des valeurs telles que le vol, telles que la corruption. On ne peut pas accepter que dans un pays, on puisse institutionnaliser comme valeur le vol et la corruption. Il est évident que M. Biya a perdu l'élection présidentielle. Ne demandez pas à Kamto s'il a gagné, non. On sait que M. Biya a perdu. M. Biya a perdu parce que c'est sa chaîne télévisée qui nous a montré comment on lui a octroyé 1 327 000 voix. Sur cette base simplement, sans que M. Kamto ne puisse prouver s'il a gagné ou pas, on sait déjà que M. Biya a perdu l'élection parce qu'il a volé. C'est-à-dire que c'est une question de méthode, c'est une question de rationalité dans l'analyse. Et lorsqu'on sait déjà que M. Biya a perdu l'élection, on ne peut pas accepter qu'il soit un président légitime. Ça va de soi. Ça va de soi. Parce que c'est une question de principe. C'est une question de valeur. M. Biya aurait pu rester président si au moins pendant cette élection, il avait volé. Mais comme on dit, un proverbe de chez nous dit souvent 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Il a fallu qu'au cours de cette élection du 7 octobre 2018, il décide de retransmettre en direct l'événement et que Émile Essombe, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui intervient à ce moment. Ils sortent des procès-verbaux qui ne sont pas signés, qui ne sont pas validés. C'est la main de Dieu. À ce moment, on n'a pas besoin d'appartenir à une obédience politique. On n'a pas besoin d'être du MRC, du SDF, supporter de Cabral Libi ou encore de l'UPC pour comprendre que si M. Émile Essombe, qui a été président de la Commission nationale de recensement général des votes, membre de la Cour constitutionnelle, produit des procès-verbaux qui sont faux et qui proclament la victoire de M. Biya sur la base de ces procès-verbaux faux, ça veut dire que M. Biya n'a pas gagné les élections présidentielles. C'est-à-dire que dès qu'on a déjà cet élément comme principe de réflexion, il apparaît évident qu'il faut contester la proclamation légale de M. Biya comme président de la République. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. M. Biya n'est pas un président légitime. Il est un président légal. Parce que la légitimité, c'est le peuple qui la donne. Or, il n'a pas eu cette légitimité du peuple. Dès le moment où il n'est pas légitime, il peut s'appuyer sur le droit pour penser exercer son pouvoir politique, mais le peuple également qui détient la légitimité a le droit et le devoir de lui contester son statut. Nous sommes là, non pas sur une question d'obédience religieuse, politique et autres. Nous sommes sur une question de principe. Quel type de société nous voulons construire dans ce pays? Ça n'aurait même pas pu être Kamto. Peut-être Kamto, peut-être c'est simplement également, comme je dis, l'homme qui était là au bon moment, au bon endroit. Ça aurait pu être Joshua, ça aurait pu être Akeremuna. Et si c'était Akeremuna, est-ce que nous aurions également fermé les yeux? Je dis non. Si c'était Joshua, est-ce que nous aurions également fermé les yeux? Je dis non. On ne peut pas octroyer 1 327 000 voix qui sont fausses et illégales à un individu et il gagne les élections et nous restons muets. Donc sur le point du principe, nous devons contester ce hold-up. Nous devons dire que M. Biya est un président légal et il n'est pas un président légitime. Or, on est chef d'État, la logique du président de la République obéit à la légalité et à la légitimité. Lorsqu'on a la légalité sans la légitimité, on n'est pas chef d'État. Donc, je pars sur ce principe et je pense que nous avons le devoir moral de contester la légitimité de M. Biya. Parce que quel est l'héritage que nous voulons donner à nos enfants? Quelles sont les valeurs que nous voulons les transmettre? Quelle est l'éducation qu'ils doivent avoir? Nous devons leur apprendre l'honnêteté.
Nous devons leur apprendre le devoir de manger à la sueur de leur front. Nous devons leur apprendre à recevoir ce pourquoi ils ont travaillé. Et lorsqu'ils ont travaillé, qu'ils ne reçoivent pas leur dû, ils doivent contester. Ce sont des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants. D'où l'importance de résister d'un point de vue moral au vol électoral perpétré par M. Biya. C'est de cela qu'il est question, d'un point de vue principiel. Je vous passe le fait qu'il est inconcevable qu'après 36 ans de pouvoir, nous sommes en train de vouloir maintenir au pouvoir un homme qui a 86 ans, 87 ans, qui vous parle d'émergence 2035, il aura 103 ans, voire plus. Regardez l'état de notre pays. Monsieur Biya a pris ce pays en 1982. Des gens sont partis de l'Europe, des États-Unis, ceux qui étaient boursiers, pour venir travailler au Cameroun. Le Cameroun envoyait de l'aide à l'Éthiopie. Et l'Éthiopie aujourd'hui a la plus grande compagnie aérienne africaine, qui a été primée il y a quelques années comme l'une des meilleures performances en termes d'aéronautique au monde entier. Quand M. Biya arrivait au pouvoir, Cameroun Airlines était le fleuron, l'image du Cameroun. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 ans, nous avons eu 6 directeurs. Vous voulez qu'on vous dessine le diable au mur pour que vous compreniez que ça ne va pas? Quand M. Biya arrivait au pouvoir, les professeurs de lycée, nos parents, allaient à l'école avec des voitures. Ils étaient bien payés, ils étaient bien logés, ils étaient bien nourris. Aujourd'hui, les professeurs du lycée sont des derniers, ils souffrent, ils tirent le diable par la queue. Or, Jésus enseignait, Martin Luther King enseignait, l'enseignement est la clé de toute une société. Monsieur Biya a plombé l'enseignement. Que va-t-on dire des médecins? Il y a plus de médecins camerounais en Europe que dans tout le Cameroun. Je vous passe la question de l'électricité. Je vous passe la question de l'eau. Monsieur Biya a 36 ans. Nous ne pouvons plus accepter un tel président à la tête de l'État. Ça veut dire que monsieur Biya ne pouvait pas gagner cette élection présidentielle. Autre élément. On nous fait croire que monsieur Biya a gagné avec 85% en zone en 85 et 90% en zone anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une hérésie intellectuelle. Ça ne passe pas. C'est inconcevable. Des gens qui ont pris les armes parce qu'ils contestent d'abord le pouvoir central. Des gens qui ont dit qu'ils ne veulent plus travailler avec M. Biya. Parce qu'il faut le rappeler aux gens. C'est M. Biya qui supprime dans la nomination du Cameroun unie pour mettre République du Cameroun. Nous étions République unie du Cameroun. Après le référendum de 1972, en 1984, sans consulter les anglophones, M. Biya passe à République du Cameroun. D'un point de vue symbolique, c'est une fracture mentale que ce monsieur crée. Il décide de faire d'une communauté, d'un groupe de personnes, des gens qui rejoignent un ensemble dont ils n'ont pas été consultés. On ne peut pas tolérer cela. Et il ne pouvait pas gagner comme ça en zone anglophone. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que nous n'avons plus le droit de dire que M. Biya n'a pas gagné. Non, M. Biya n'a pas gagné les élections. M. Biya a volé les élections. C'est un président illégitime et nous sommes dans le droit de le contester. Deuxième chose, la crise anglophone. La crise anglophone, c'est l'illustration la plus parfaite de la gouvernance par le mépris, de la gouvernance par l'arrogance, de la gouvernance du vol, de la corruption d'un système. La gouvernance du mépris, pourquoi? Parce que les revendications anglophones commencent à partir des avocats qui demandent qu'on traduise, parce qu'il faut le rappeler aux gens. Il faut le rappeler aux gens pour qu'ils comprennent très bien les racines de ce problème. Nous avons nos frères, après de 100 000 réfugiés au Nigeria. On parle de 2 000 morts, mais c'est plus certaines statistiques parlent de 5 000 morts. Déjà, ce sont nos frères. Il faut toujours qu'on se le rappelle dans ce pays. Il faut toujours qu'on rappelle aux gens d'où ce problème vient.
Monsieur Biya a été incapable d'instruire son ministre de la Justice, Laurent Esso, de faire traduire le code OHADA en anglais. C'est-à-dire que si on allait à Bonamou Sadi, à Yaoundé, on donnait ça à un traducteur, il traduisait en anglais pour ses avocats. Ils ont manifesté, on a envoyé la gendarmerie et la police les tabasser. Est-ce que vous vous rendez compte de ce mépris qu'on a envers une communauté? Vous croyez que vous avez le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde? Ils se sont fâchés. Ils ont boycotté les tribunaux. Les étudiants sont entrés dans la danse. On a envoyé, et je le dis, des unités tribales. Des unités tribales, parties de soi, constituées principalement d'une certaine ethnie. Aller tabasser les anglophones. Si ce n'est pas la folie, si ce n'est pas une volonté d'oppression, une volonté de division, si ce n'est pas un mépris pour l'humain, si ce n'est pas un acte criminel, qu'est-ce que c'est? Ils ont violé des jeunes étudiantes. Qu'est-ce qu'était la préoccupation des étudiants? Les étudiants revendiquaient la prime à l'excellence. Une prime que M. Biya a instituée en 2005 à partir des grèves que nous avons menées à l'époque. La prime à l'excellence. Ces jeunes étudiants ne demandaient que ce qui leur revient. Ce qui leur revient. On les a tabassés. Le dialogue, ils ont arrêté les leaders du consortium, les leaders les plus modérés. Ils ont fait la guerre aux anglophones. Nous en sommes à ce stade aujourd'hui. On demande le dialogue, il renforce les effectifs militaires. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter que nos frères continuent à se faire tuer dans la zone anglophone. Parce que ce qu'on fait aux anglophones, on va faire ça à chacune de ces communautés si nous continuons à laisser ce pouvoir en place. Parce que ce qu'il faut aux anglophones, ils l'ont fait aux ressortissants du Grand Nord en 1984. Après le putsch, il y a eu des attaques ciblées contre les ressortissants du Grand Nord dans ce pays. C'est une histoire qui n'a pas encore été liquidée. C'est un héritage qui n'est pas soldé, mais qui devrait être soldé dans cette République un jour. Vous avez là en fait un gouvernement qui systématiquement, en situation de crise, mobilise, instrumentalise la logique identitaire pour opprimer des catégories sociales. On ne peut pas tolérer ça. Vous avez le scandale de la CAN. Je vois des Camerounais se réjouir qu'ils ont perdu une bataille juridique contre le Comore. Mais c'est une honte. C'est une honte en fait. Il faudrait que vous ayez un peu de fierté dans vos vies. Il faudrait un peu que vous soyez honnête. Parce que quand un père d'enfant qui défend Paul Biya et qui n'a pas de fierté, il ne peut donner aucune éducation à son enfant. La vie, ça ne manque pas. Tel père, tel fils. L'éducation, les valeurs que tu transmets à ton enfant, c'est ce qu'il adopte. Quand il échoue demain, ne te plains pas. Tu lui auras montré la voie de l'échec. Donc en défendant les idioties, les imbécilités de ce gouvernement, vous êtes en train de former des futurs idiots. Ne dites pas à vos enfants dans 20 ans, dans 30 ans, qu'ils ont échoué dans leur vie. Non, vous leur aurez, autant pour moi, montré le chemin de l'échec. Regardez la CAN 2019. Voilà un gouvernement. Parce que c'est le même gouvernement qui est en place. On a simplement modifié la tête. Et finalement, on a enlevé 2 ou 3 personnes. Qui a géré près de 1400 milliards de la CAN. Avec toutes nos ressources. Avec tout notre potentiel. Nous n'avons pas pu organiser une CAN au Cameroun. Mais c'est une honte. Nous aurions la CAN, la CAN n'est pas seulement un enjeu sportif. La CAN est un enjeu diplomatique. La CAN est un enjeu de fierté nationale. La CAN est un enjeu d'affirmation de la puissance d'un État. C'est pour ça que la CAN, l'échec de la CAN est symbolique de l'échec du système Biya. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Monsieur Biya est un homme qui n'a rien réalisé depuis 36 ans. Toutes les sociétés que M. Aïdjo lui a laissées, il les a coulées.
Il les a coulés. Toutes les sociétés d'État ont été vendues ou privatisées. Les hôpitaux sont en panne. L'économie est à terre. Nous avons un pouvoir qui a échoué. Et nous avons le devoir de leur dire qu'ils ont échoué. Nous avons le devoir de demander leur départ. Nous avons le devoir de manifester en permanence notre colère. C'est pour ça qu'il y a ces marches. C'est pour ça que les marches sont utiles. Les marches visent à manifester notre devoir citoyen de nous indigner. Parce que le terme citoyen ne relève pas seulement de la compétence ou de la capacité de l'État à fournir un certain type de service, un certain type de bien ou un certain type de droit à des citoyens, à des individus qui sont sous leur contrôle. Non. Le terme citoyen revient également à ceux qui sont administrés par un pouvoir à manifester parfois leur colère et leur indignation. C'est ce qu'on appelle être citoyen d'un pays. Être citoyen, ce n'est pas s'asseoir, boire le vin au bar, attendre que l'État te donne tout. Non. Être citoyen, c'est également dire au gouvernement, je ne suis pas d'accord. On appelle ça l'affirmation de sa citoyenneté. Il faut que les Camerounais le sachent. Je sais que nous vivons dans une société tétanisée, une société zombifiée, aliénée par un pouvoir de crapules qui ont décidé de soustraire toute l'énergie intellectuelle que pouvaient déployer les Camerounais afin de faire de ce pays un grand pays. Je le sais. Je sais que beaucoup de ceux qui réagissent, beaucoup de ceux qui nous suivent, beaucoup de ceux qui parlent dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, parfois ne comprennent pas la démarche de la résistance. Mais il ne faut pas les en vouloir. Ils souffrent. Ils sont malades. Ils sont comme ces esclaves qui, lorsqu'il y a eu la libération en 1843, lorsqu'Abraham Lincoln libère les esclaves, autant pour moi en 1941, il y a certains esclaves qui voulaient toujours rester en esclavage. Tout comme quand on décide de mettre fin, quand les Nations Unies demandent aux puissances impériales d'arrêter la colonisation, vous avez des Africains qui ont dit nous voulons encore que les Blancs restent. C'est parce que la domination a toute une infrastructure mentale qu'il faut contrôler. Je sais qu'ils sont possédés. Je sais qu'ils sont contrôlés par le pouvoir. Mais nous également, nous avons le devoir de les éduquer, de les amener vers la lumière, de les montrer qu'il y a un lendemain meilleur. Parce qu'ils vivent dans une société, beaucoup d'entre eux ont grandi avec Biya comme le roi. Ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont rien. C'est ce que Maurice Kamto montre. Maurice Kamto montre la voie de la libération. Mais Maurice Kamto ne veut... C'est d'abord un humaniste. C'est un individu qui n'a véritablement pas une logique pouvoiriste dans sa manière de faire. C'est la raison pour laquelle même les gens du parti au pouvoir le considèrent comme modéré, un homme bien. Parce qu'il sait très bien que ce peuple, le peuple du Cameroun, est otage d'un système. Pas seulement otage financièrement, parce que ses biens sont pillés. Pas seulement otage socialement, parce qu'il coupille dans la pauvreté, mais il est également otage mentalement, parce que toute sa capacité de raisonnement, toute sa liberté intellectuelle, toute sa rationalité est prise en otage par un groupuscule d'individus qui cherchent à le maintenir dans l'oppression. C'est de cela qu'il s'agit. Ce peuple, il est opprimé, il est compressé, il est zombifié et il est otage de l'une des plus vieilles dictatures du continent. Il y a une entreprise de libération dans la démarche de Maurice Kamto. Il y a une volonté de réapprendre à cette société à s'aimer. Il y a une volonté d'amener le peuple camerounais à comprendre quels sont vos droits, quels sont vos devoirs et pourquoi vous avez le devoir de vous plaindre face à l'oppresseur. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto a accepté d'aller en prison
Lui qui est ancien ministre de la justice, ministre délégué auprès du ministre de la justice, il n'en avait même pas besoin. Moïse Kamto est entré au gouvernement pour suivre le processus de rétrocession de Bakassi au Cameroun. Parce que c'est lui qui signe cet accord. Il n'avait même pas besoin de ce poste en réalité. Lui qui a été président de la Commission du droit international des Nations Unies. Lui qui est membre du Corritorium. Il n'avait pas besoin de ça. Mais il a décidé de se sacrifier comme Jésus pour emprunter. Les catholiques a décidé de se sacrifier pour nous. Il se sacrifie, il est en prison. Mais il se sacrifie parce qu'il sait qu'il a besoin de nous aider. Il sait que ce peuple est un peuple de pécheurs, est un peuple d'opprimés, est un peuple de gens qui souffrent. Il sait qu'il a besoin de nous aider. Il doit nous pardonner. Il nous pardonne. Il souffre de nous voir incapables de dire massivement non à ces voyous. Il souffre, mais il sait que ce peuple-là, c'est un peuple qui peut se lever, qui peut se battre. Et c'est ce travail d'éducation à la citoyenneté, d'éducation à la mobilisation qu'il est en train d'entreprendre. Il est dans cette démarche depuis des mois. Il n'est pas pressé. Il a dit, nous devons contester. Nous devons nous battre pour notre libération. Parce que personne ne viendra nous libérer. Personne ne nous aidera à nous libérer des oppresseurs. Personne. Les Blancs ne sont pas partis du Cameroun parce qu'ils voulaient partir. Les Blancs sont partis du Cameroun parce que nous avons eu des nationalistes qui sont morts pour nous. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut pas se battre. Non, il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre parce que parfois on ne se bat pas pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes des hommes. Et c'est pour ça qu'il y a les hommes sur la planète. Parce qu'il y avait dans la dimension de la création cette société de la cohésion, cette envie de voir des gens s'entraider que Dieu avait philosophiquement à l'esprit. Il savait que certains pouvaient se battre pour d'autres. C'est de cela qu'il s'agit. Même mon point de vue spirituel. Il faudrait que nous arrivions à un moment donné à nous dire, ce monsieur doit nous rendre compte. Nous ne pouvons pas continuer à laisser le Cameroun être otage d'un groupuscule d'individus dont le seul projet est de conserver le pouvoir à la mort de M. Biya et d'y jouir sans pour autant pouvoir répondre aux besoins les plus primaires de ce peuple. C'est pourquoi nous devons lutter. Le 1er juin, ils sont massivement sortis. Ces Camerounais qui ont commencé à dire non, qui ont commencé à ne plus accepter cette injustice et qui ont dit qu'ils vont braver la peur. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie des manifestants arrêtés à Yaoundé qui ont été libérés, ceux qui ont été conduits au 7, et il y a d'autres qui étaient dans des commissariats qui ont été envoyés à Kondengi. Il y a là une question de droit fondamental. On ne peut pas partir d'un commissariat pour la prison sans un passage au parquet. Je vous dis, on n'est plus dans une société de droit. On n'est plus dans un État, nous sommes dans un royaume. Il faudrait que nous nous accordions sur cela. C'est-à-dire que si les responsables au Cameroun ne veulent pas nous dire que nous sommes dans un royaume, il faudrait que les dés soient clairs pour que nous sachions comment nous allons nous battre. Il y a là une violation flagrante des lois de la République. Ce n'est pas acceptable et je le redis encore à ceux qui veulent soutenir cette tyrannie. Comment vous pouvez soutenir des violations aussi flagrantes des principes de droit qui s'appliquent à vous, qui s'appliquent à nous, qui s'appliquent à moi? Parce qu'en réalité, ce qu'ils font là
Ils vont le faire ailleurs. Ils vont l'appliquer sur vous très bientôt. Dans les prochaines heures. Lorsque vous aurez des problèmes dans un commissariat. Lorsqu'on va vous voler, ils ne vont pas venir enquêter. Et vous allez vous plaindre, c'est vous qu'on va mettre en cellule. Parce qu'ils ne respectent plus les lois de la République. Jean-Jacques Rousseau écrivait, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite n'est que liberté. Mais de quelle loi on parle? Ils n'obéissent même pas aux lois qu'ils fabriquent. Il y a tout un code de procédure pénale. Un code de procédure pénale qui clarifie quelles sont les procédures qui peuvent amener quelqu'un qui a été arrêté. Ne débattons même pas encore de la question de la légalité ou de l'illégalité de l'arrestation. Débattons simplement du principe de l'arrestation. Il y a tout un code de procédure pénale qui encadre l'emprisonnement d'un individu. Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un individu passe d'un commissariat à la prison de Konengi? Si ce n'est pas le royaume, on n'est plus dans une république. Parce que la république, c'est la res publica, la chose publique. Et la chose publique voudrait que nous tous, nous ayons un consensus de vie. Un consensus qui organise, qui structure notre société. Lorsque le consensus est brisé, nous ne sommes plus en république. Et l'un des piliers sur lequel le consensus fonctionne dans une société, c'est le respect du droit, le respect de la loi. On n'a pas besoin d'être pro-RDPC ou anti-RDPC. On a simplement besoin d'être quelqu'un qui demande à ce que les lois de la République soient respectées. On ne peut pas accepter que des individus, même s'ils ont tué, je dis bien qu'ils aient tué 10, 20, 30 personnes, soient envoyés en prison sans être passés devant un magistrat. C'est inacceptable. Il faut condamner cela avec la plus forte énergie. On ne peut pas l'accepter cela. Nous ne sommes pas en république, nous sommes dans un royaume. Mamadou Mota, Chief Biloefa, le docteur Oko et près d'une trentaine d'autres personnes sont actuellement en Kondengi en toute violation des lois de la République. Cela doit être clair. Que vous soyez policier, que vous soyez militaire, que vous soyez juge, magistrat, étudiant, vous ne pouvez pas l'accepter. Il faut rejeter ce type de comportement. On ne peut pas banaliser la violation des lois dans une république. On ne peut pas accepter que des individus décident unilatéralement de saper les bases du consensus social. Oui, parce qu'il y a, même si nous sommes en dictature, il y a un consensus social. On ne peut pas l'accepter. Parce que si nous l'acceptons, ils vont le faire ailleurs. Que ceux qui valident ça ne viennent plus m'écrire. Je vais vous faire une anecdote. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui viennent souvent insulter là sur mes pages sont des gens qui m'écrivent pour me poser leurs problèmes de vie, que je relaie et qu'ils ont parfois des solutions. Parce que dans cette république, les gens violent les droits des gens au quotidien. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'entre eux soutenir publiquement l'illégalité parce qu'il s'agit du MRC, parce qu'il s'agit du Maurice Kamto. C'est de la méchanceté. Je vais y revenir. Ce n'est pas un problème, je vais adresser cette question tout à l'heure. Mais nous devons nous battre pour respecter ces principes, pour respecter ces lois. Je ne bloque pas les gens parce que je vous ai dit, il faut propager la bonne nouvelle. Il faut les amener à changer. Ils sont otages d'un pouvoir. Ils ont des esprits corrompus. Il faut les libérer. C'est pour ça que le président Kamto parle de pardon. La dimension du pardon. Parce que on a de la peine à voir la haine que des gens déploient sur des personnes innocentes comme les militants du MRC arrêtés ou encore ceux qui étaient simplement sympathisants et sont arrêtés. On a de la peine à voir cette violence verbale. Mais nous devons avoir le courage et la force de les pardonner, de les comprendre. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Mais nous devons avoir cette force parce que le président Kamto, il a cette force. Si Kamto n'avait pas la force de pardonner,
il serait passé à autre chose. Nous devons avoir le courage de pardonner pour l'instant ceux qui ne comprennent pas. Parce que le message du président Kamto, c'est un discours de convivialité, c'est un discours de pardon, c'est un discours de rassemblement, c'est un discours d'écoute, y compris ceux qui ne partagent pas nos opinions. Nous devons les écouter, nous devons dialoguer. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bloqués. Pour revenir donc aux marches du 1er, on est en toute violation du consensus social. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la légalité des arrestations. La charte des Nations Unies autorise les manifestations citoyennes et les libertés. Chaque citoyen a le droit de manifester. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui inspire les lois camerounaises, l'autorise. La Constitution camerounaise l'autorise. Je précise à ceux qui ne connaissent pas que le régime des manifestations, c'est le régime de déclaration et non d'autorisation de manifestation. C'est un régime de déclaration et non d'autorisation. Ça veut dire qu'il suffit simplement qu'une manifestation soit déclarée pour qu'elle ait lieu. Ce n'est pas les manifestants qui sont en illégalité. Ce sont les sous-préfets qui sont en illégalité dans ce pays. En interdisant les manifestations. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faut le savoir. On ne peut pas arrêter près de 500 personnes et les mettre en détention alors qu'ils ne font que ce qu'ils doivent faire, manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les arrestations? Ils ont été torturés. Des femmes ont été mises à genoux, frappées avec des chaussures de militaires, frappées avec du Coran. On a retourné tête en l'air, pied en bas. Pied en l'air, tête en bas. On leur a donné des coups de poing. C'est de la torture. C'est des crimes. Ce sont des crimes qui devront être punis. Que vous soyez pro-Kamto ou pas, j'insiste là-dessus. Parce que c'est des questions liées aux valeurs. C'est des questions liées aux principes de la République que nous voulons bâtir. C'est des questions liées au code qui doivent réguler le comportement de nos policiers, de nos gendarmes. J'insiste là-dessus. On ne peut pas accepter qu'une jeune dame qui soit sortie main nue soit arrêtée, soit tabassée. Là, on peut pas dire qu'on trempe sa tête dans l'eau, qu'on lui fasse avaler une bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez, une bouteille d'eau par les narines. Qu'est-ce que cette dame a fait? Qu'a-t-elle fait, mon Dieu? A-t-elle posé une bombe? A-t-elle posé une bombe? A-t-elle eu l'ambition de commettre un attentat? Qu'est-ce qu'on veut avoir chez cette dame? Comment vous pouvez faire avaler un individu une bouteille litre de demi par les narines juste parce que la personne manifestait? Non, non, non. Nous ne devons pas l'accepter. C'est des crimes perpétrés par un gouvernement déjà illégitime. C'est des crimes. Nous devons marcher, même s'ils disent de ne pas marcher, parce que notre droit, c'est marcher. Et en tant que citoyens, nous avons ce devoir de marcher. C'est ça la citoyenneté. Nous ne sommes pas venus les accepter, tuer, piller, détourner les biens. Parce que quand nous marchons, nous nous battons, pas seulement pour nous, comme je l'ai dit, mais pour nos enfants. Mais comment on peut torturer des gens comme cela? Comment on peut demander à des hommes, on peut frapper 80 coups de machette à un individu qui marchait simplement pour ses droits? 80 coups de machette, 80 coups de machette pendant 2 jours. Ils vous disent, viens. Ils vous disent, viens. Vous venez, ils s'asseyent, ils vous demandent pourquoi vous marchiez, vous expliquez pourquoi vous marchiez, ils vous tabassent alors que vous êtes en cours d'audition.
Il vous demande de dire que c'est Kamto qui vous a envoyé marcher. Dès que vous dites que ce n'est pas Kamto, il vous tabasse encore. Il vous demande, vous dites que vous avez besoin de votre avocat. Il refuse. Il vous tabasse encore. Ils ont recruté. Nous avons déjà 2 noms. Ils ont recruté des gens. Ils ont fait venir des spécialistes de l'armée pour torturer les militants du MRC au CED. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont fait venir des gens qui torturent des gens de Boko Haram pour torturer des citoyens normaux dans le pays Binenevé à Djadji. C'est la guerre que vous voulez? C'est ça que vous aimez? Nous ne pouvons pas. La République est en danger. On ne peut pas accepter que vous continuez comme ça. Nous n'avons pas encore de haine. C'est un sentiment de colère. Colère face à un gouvernement de crapules. Colère face à un gouvernement qui ne respecte même pas la vie. Colère face à un gouvernement qui ne connaît pas les principes démocratiques. C'est un sentiment de colère normal et c'est une colère saine. On ne peut pas continuer à tolérer ce type de comportement dans ce pays. On ne peut pas accepter qu'un gouvernement décide d'utiliser la torture, des techniques appliquées aux grands criminels, aux terroristes, contre des citoyens en civil qui manifestent pacifiquement. Il y a toute une convention des Nations Unies contre la torture. Je dis bien, toute une convention. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas continuer comme ça. Je sais, beaucoup de gens sont en colère. Vous ne voyez pas cette colère monter. Vous ne la percevez pas. Je la perçois. Je la comprends. Parce que les violences sont inouïes. Des gens ont été roulés dans la boue. Ils ont fait rouler des femmes sur les graviers, tout en marchant sur leurs pieds et leurs mains. Ils ont roulé des hommes en les bottant par les fesses et en les tapant sur les machettes. Avec des machettes, autant pour moi. Ils ont fait dormir des gens pendant 24 heures debout. On ne peut pas. Pourquoi vous faites ça aux gens? Pourquoi vous faites ça aux enfants d'autrui? Qui vous a mandaté? Qui vous a donné le droit de le faire? Au nom de quoi? Quel privilège vous avez eu quand vous êtes né? Quel concours vous avez passé pour être où vous êtes aujourd'hui? Mais je connais le vrai problème. Je vais y revenir. Nous n'allons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons le droit d'être en colère. Nous devons marquer notre indignation. Nous devons les amener à nous arrêter tous. Nous sommes en train de perpétrer une rupture épistémologique importante. Nous sommes en train de décomplexer la tyrannie. Cette tyrannie qui pendant 36 ans a maintenu la terreur, a gouverné par le terrorisme. Cette tyrannie qui a tué en toute impunité. Cette tyrannie qui a volé toutes les caisses de l'État sans avoir jamais à rendre compte. Ces jouisseurs impénitents qui ont passé toute leur vie à se balader dans les hôtels en Europe avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur dire, ça ne se passera plus comme ça. Ça devra s'arrêter. Parce qu'il vient un jour dans la vie et dans l'histoire d'un peuple où celui-ci décide de prendre son destin en main. Celui-ci décide de s'affirmer. Celui-ci décide de dire non. Il vient un jour et ce moment est arrivé. Pas parce que M. Biya va tomber dans les prochains jours, non. Parce que le président Kamto sait qu'il ne va pas tomber dans les prochains jours. Mais notre mission, c'est de libérer mentalement le peuple de l'oppression afin que dans les prochains mois, il puisse aller vers sa destinée. Et la destinée de ce peuple, c'est de mettre un terme à cette dictature. Nous y allons et nous y arriverons. Nous y arriverons parce que c'est un devoir moral, une question de survie. Non pas de survie personnelle, non pas de survie
communautaire, mais la survie de toute une nation. Nous n'allons plus, nous ne pouvons pas continuer à tolérer toute cette dérive qu'on peut observer aujourd'hui. Nos camarades en Konsamba sont actuellement, je vous parle, encore au parquet. Ils sont encore au parquet parce que dans cette ville, il y a deux individus, un certain monsieur Simé-Pierre et un certain monsieur Abakar, qui sont en train de corrompre systématiquement tous les sous-préfets et les magistrats pour que plus de 50 personnes soient déférées en prison. Je vais vous dire qu'en Konsamba, d'après les informations que je viens d'avoir il y a à peine 1 heure de temps, ils sont allés dans les quartiers, dans les buvettes, chercher des citoyens comme vous et moi, qui buvaient une bière et les arrêter parce qu'ils appartiennent au mouvement de Maurice Kamto. Quel est le crime aujourd'hui dans ce pays si ce n'est pas de soutenir Kamto? Quel est le crime? Est-ce un crime d'avoir une opinion? Une opinion? Jésus n'a pas été tué pour une question d'opinion. Jésus a été tué parce qu'on estimait qu'il constituait une menace d'un point de vue philosophique, mais pas pour son opinion, parce que son opinion était rattachée à celle de Dieu. Pourquoi vous traquez des gens? Aujourd'hui, on a près de 50 à 60 personnes en Konsamba qui risquent d'aller en prison juste parce que des individus ont appelé à Yaoundé. Et on leur a dit de faire tout pour arrêter et mettre en prison des gens parce qu'ils appartiennent au MRC. J'entends des gens dire que le MRC est tribaliste. Pour la première fois, je vais adresser cette question publiquement et j'en parlerai très brièvement. Et je souhaite que certains de mes frères Betty Boulou, parce que je sais, il faut le dire, que vous nous créez actuellement beaucoup de problèmes. Je vais vous faire une observation. Moi, je suis d'abord chercheur, donc je travaille sur les données. Je vais vous dire que la plupart des réactions extrémistes, génocidaires, que je lis sur mes comptes Facebook depuis 2016, sont systématiquement prononcées par mes frères Betty Boulou. Je dis bien systématiquement, à 95%. Par certains. Je vous comprends. Je suis né avec vous. Je suis né avec vous. J'ai grandi avec vous. Toute ma vie, je ne parle que Boulou et Ondo. Mon fils est Betty. Je vous comprends. Je vous comprends mieux que vous n'imaginez. Et c'est ce que je m'attelle tous les jours. Je sais même que vous n'êtes pas méchant. Mais vous avez été formaté dans ce contexte où on a fait croire qu'il existe une culture hégémonique. Où vous avez une prédestination. Mais c'est un mythe, mes frères. Parce que vous et moi, nous savons que les Boulous, les Betty, n'ont rien eu du gouvernement de Biya. Nous le savons. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Même à San Melima chez Biya, on coupe la lumière 4 fois par semaine. Vous n'avez rien eu. Mais vous avez des élites prédatrices qui ont décidé de vous faire croire que le pouvoir vous appartient. Non, ça ne vous appartient pas, ça leur appartient. Et ils vous utilisent pour se maintenir. Il n'y a pas un complot Betty Boulou pour se maintenir au pouvoir. Il y a un complot d'une minorité Betty Boulou pour se maintenir au pouvoir et contrôler tous les Camerounais, y compris les Betty Boulou. C'est de cela qu'il s'agit dans ce pays. Vous ne pouvez pas continuer à penser que vous êtes l'esclave d'un groupe d'individus qui ne vous donne rien.
Vous croyez que vous avez quel prestige à dire mene boulou, mene beti? Tant que ça ne te fait pas manger, tant que ça ne construit pas l'avenir de tes enfants, tu n'as aucun prestige à l'avoir. Qui de vous, qui de nous a choisi d'être né où il est né? Qui de nous? Je n'ai jamais choisi d'être né chez les Boulous, d'être né à 100 millimètres, de ne parler que Boulou. Je n'ai jamais choisi, je n'ai jamais voulu. Tout comme Monsieur Biya n'a jamais su qu'il allait naître chez les Boulous, ni à Aïdjo. Qui de nous, Kamto, n'a jamais su qu'il allait naître Bamileke? Non. Personne de nous n'a choisi. Personne. Nous sommes nés où nous sommes nés. Nous devons l'assumer. Et nous devons nous aimer. Ce qui doit créer notre consensus, ce n'est pas ces appartenances fabriquées par l'ordre colonial et instrumentalisées par l'ordre politique. Ce qui doit créer notre consensus, c'est notre désir de partager une ambition, de vivre ensemble, de définir des règles qui vont construire notre devenir et celui de nos enfants. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir porter la haine de tout un pays. Ne pensez pas que les gens ne voient pas. Ne pensez pas que les gens ne savent pas que la plupart des gens qui tabassent les militants, les manifestants actuellement en prison, sont majoritairement Betty Boulou. Ils le savent, mes frères. Ils le savent. On ne peut pas l'accepter. Nous ne devons pas être les boucs émissaires d'une élite plutocratique, des voleurs qui en fait travaillent pour eux et non pour les Betty Boulou. Il faut le savoir. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de tout un peuple. Vous ne pouvez pas le porter. Vous ne pouvez pas le porter parce que vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas tribaliste. Vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous voulez simplement succomber à une idéologie sectaire, xénophobe, fasciste, vendue par un pouvoir qui est en déclin. Vous êtes en réalité des instruments dans le jeu actuel. Parce que quand des gens vont se fâcher, ils prendront tous leur avion, comme les Mobutu l'ont fait, comme les Béchia étaient capturés, au moins, comme les Moubarak, comme les compagnons, ils prendront tous, ils vont fuir. Ils vont vous laisser avec toute cette colère qu'ils auront sémée, toute cette haine qu'ils auront entretenue dans cette société. Il faut beaucoup de distance analytique. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je sais que vous êtes otages. Je sais, vous mes frères. Je vous ai dit que je vous comprends mieux. Mawok, Vedana, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il vous faut trouver les ressources en interne pour ne pas haïr les Bamileke. Les Bamileke ne vous ont rien fait. Parce qu'il faut se dire les vérités. Je vois beaucoup de mes frères Betty Boulou. J'ai même vu certains. J'ai dû bloquer des camarades de classe. J'ai bloqué des camarades de fac. Des amis de longue date. Parce que j'ai découvert le tribalisme anti-Bamileke. Pourtant, nous avons grandi ensemble. J'ai découvert ce tribalisme anti-Bamileke que je ne connaissais pas. J'ai dû bloquer après avoir tenté de les raisonner. Les Bamileke n'ont pas rendu le sud pauvre, ni le centre. Est-ce que vous connaissez tout? J'ai été une fois, Monsieur Sadi, qui vient s'asseoir. Il raconte des conneries au quotidien là. Moi, j'ai été à Yoko. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire 250 km en pleine... Il n'y a pas de route. Les gens là-bas ne connaissent pas le développement et le progrès. Sadi a placé sa maison sur une colline. Et quand il est au village, tout le monde vient. Il se comporte comme les colons blancs à l'époque. Il se comporte comme les colons blancs. Et il rentrera dire à ses frères du Mbam, non, les Bamileke ne doivent pas prendre, je suis là. Il n'est pas avec vous.
Mais s'il est avec vous, qui vous partage son argent, mais bon sang. Mais bon sang, vous n'êtes pas né pour l'accompagner. Moi, je ne suis pas né pour les accompagner. Voilà. Voilà. Je vous dis qu'il a placé une maison sous une colline et quand il est au village, tous des gens qui n'ont ni t-shirt, ni jean, qui ne mangent pas, viennent demander pardon. Et il a des sacs d'argent, il donne 5 000, il donne 10 000. Et même à 100 000, ça se fait. Ça se fait partout. C'est une élite prédatrice. C'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des crapules qui veulent nous diviser pour se maintenir au pouvoir. Les Bamileke n'ont rien fait à personne. Parce que même les Bamileke n'ont rien fait pour être Bamileke. Certains Bamileke également même ne le savent pas. Ils sont également victimes de ce sentiment de frustration. Et je les comprends également, mes frères Bamileke. Je comprends que avec justement cette logique tribale, avec cette ethnicité, avec cette suprématie qu'on a tendance à construire au sein du pouvoir, certains Bamileke peuvent se sentir gênés, marginalisés. Ils peuvent être en colère. Ils veulent en finir. Et je connais le pouvoir des Bamileke. Je connais la force des Bamileke. Et toute personne rationnelle peut bien savoir que les Bamileke sont forts. Sakminal, Benungoul. Ce n'est pas, ça dit qu'il faut, il faut mesurer le rapport de force. Mais, je vais vous dire, mes frères Bamileke, vous êtes extrémistes. Tout comme tous les petits boulous ne sont pas extrémistes. Parce que si Maurice Kamto a gagné à Yaoundé, en plein cœur Betty, ça veut dire que beaucoup de Betty soutiennent Maurice Kamto. J'aime les statistiques parce que les statistiques mentent difficilement. Beaucoup de Betty soutiennent. Donc mon discours, en fait, concerne ceux des Betty qui n'ont pas encore compris qu'ils ne sont que des esclaves. Des esclaves d'une minorité de bourgeois qui veulent vivre au Cameroun comme les Blancs vivaient à l'époque coloniale. Et maintenant, à ceux des Bamileke extrémistes qui pensent qu'il faut en finir, qu'il faut préparer une lutte. Je vous comprends. Je sais très bien qu'à un moment donné dans la vie, on peut être amené à vouloir emprunter un type de chemin. On peut être tenté de dire il y en a marre. Parce que on se dit le pouvoir il est violent, il est bêtise, il est boule, il est criminel. Oui. Parce qu'il ne faut pas se cacher, les gens qui tabassent les militants du MRC sont majoritairement bêtis boulous. Ce n'est pas tous les bêtis, non, ils ne travaillent même pas pour les bêtis boulous. Les bêtis boulous ne les ont même pas envoyés taper les manifestants. Puis ils ne parlent pas au nom des bêtis boulous, ces gens. Ces voyous, ces criminels qui devront être arrêtés. Parce que le président congolais, il a arrêté des colonels qui ont décidé de tirer sur des manifestants. Ils ne parlent pas, ceux qui tabassent là et qui s'affirment Betty Boulou. Ils ne parlent pas au nom des Betty Boulou, non. Ils parlent à leur nom et au nom des gens qu'ils servent. Il faut le savoir. Et nous devons avoir cette distance analytique pour dire ils sont aussi malades que nous qui pensons qu'ils ont le pouvoir sont malades. Oui, et nous également qui voulons réagir automatiquement parce qu'on a l'impression que tout le groupe est comme ça. Non, nous également nous souffrons justement de toutes ces logiques fascistes, nazistes, de séparation, de discrimination construites par le pouvoir central. L'enjeu et la bataille actuelle, et voilà pourquoi le pouvoir de Yaoundé est en colère, c'est de créer la haine, d'amener les deux blocs à se diviser, de ne pas créer cette passerelle vers l'unité. C'est ça le problème. Ce dont on veut nous empêcher de construire, ce n'est pas le sentiment anti-Biya, non. C'est cette alliance, ces mains comme les 12 disciples.
on refuse que nous mettions ensemble, qu'on se donne la main contre ce pouvoir voyou. Donc, tant que nous allons réagir épidermiquement à cette violence du pouvoir Biya, qu'on peut croire très tribal, contre le groupe Betibou, nous n'aurons pas suffisamment mesuré toute la portée. Il y a d'autres groupes ethniques qui nous regardent. Mais la vérité, c'est que ce qu'on prétend faire au Bamileke, ils vont l'appliquer à tout le monde. Parce que les anglophones ont subi le même sort. Je vais vous dire, Femme Ndongo s'est rendu en décembre 2016 au cours d'une négociation avec les anglophones, notamment le consortium des anglophones, Agbobala, Fontom Neba et autres. Il leur a lancé, vous allez faire quoi? Nous, on a l'armée, on a le pouvoir. Oui! C'est-à-dire que ce qu'on applique aujourd'hui au Bamileke n'est pas nouveau dans l'histoire politique récente de ce pays. On l'a récemment appliqué aux anglophones pour dire qu'on l'applique même toujours. C'est pour dire qu'après les Bamileke, là, que ce soit des Bassa, des Yambassa, des Nordi, ils vont subir la même chose. Pourquoi ils vont subir cette même chose? Parce que le problème n'est pas petit Bamileke anglophone. Le problème, c'est une question de pouvoir. Nous sommes dans une lutte de pouvoir. Et dans cette lutte de pouvoir, on instrumentalise les identités ethniques. On mobilise des leviers sur lesquels on peut fragiliser la cohésion. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de haine. Betty Bamileke ou encore nordiste, sudiste ou Bassa Bamileke ou Bassa Yamba. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a que un groupe d'individus au sein de l'establishment qui est un groupe hétéroclite en passant. Je vous rappelle que l'ami de Paul Biya s'appelle Jean Kuete. Jean Kuete, qui est Bamileke? Qui est Bamileke et qui est un faucon du régime? Qui est un faucon du régime? Actuellement, Simé Pierre, qui demande d'arrêter les militants du MRC, en Konsamba est Bamileke. Ça veut dire que le débat que nous avons, ce n'est pas un débat tribal, hein? Même si on instrumentalise des groupes ethniques pour bastonner d'autres, non. Ceux-mêmes qui tabassent les manifestants sont également instrumentalisés. Ce sont les mêmes qui tabasseront ces gens quand on va les arrêter. L'enjeu, c'est de toujours dire à nos frères qui sont encore sous domination, qui sont encore sous oppression, que nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons bâtir quelque chose en commun. C'est de cela, et c'est ce que le président Maurice Kamto essaye de nous transmettre. C'est-à-dire cette volonté de recréer une nouvelle société où des gens vont ensemble se battre pour les mêmes droits, où des gens vont partager un... Pour moi, nous devons aller et pour laquelle nous nous battons. Dans cette dynamique, est-ce que, je sais pas, what's happened? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ah, le compte a été signalé tout à l'heure.
Est-ce que vous me recevez? Mais ça coupe parce qu'en fait, là, je comprends que nous sommes en réalité signalés. Ok. Et donc, je disais tantôt que nous devons avoir ce courage de suivre ce que Maurice Kamto travaille à nous amener à incarner. La vérité, certains vont dire que Boris Berthold est ignorant. Que Boris Berthold ne sait pas que la plupart des personnes nommées aux plus hautes fonctions dans la défense, au ministère des Finances, dans sa sécurité, appartiennent à l'aire géographique de M. Biya. Certaines personnes vont croire que Boris Berthold ne sait pas que Biya n'a nommé que autour de lui à la présidence de la République des gens de son aire ethnique. Certaines personnes vont croire que je ne sais pas que les ambassades importantes, Italie, France, États-Unis, Canada et autres, ont largement été détenues par des gens de la même haine. Non, les amis, je le sais. Je le sais. Mais c'est justement parce que je le sais que j'essaye de vous faire comprendre que nous avons grandi, nous avons été éduqués dans cette haine, dans cette culture de cette violence symbolique, dans ce construit sociopolitique dans lequel on s'identifie d'abord par rapport à notre appartenance. Voilà la situation dans laquelle nous avons évolué. C'est dans ce sillage que nous devons reconstruire autre chose. C'est pourquoi il faut remanifester. Il faut manifester le 8 juin parce que nous devons continuer à affirmer notre colère. Nous devons continuer à démontrer notre rejet. Ce rejet de toutes ces valeurs qui sont inculquées à ce peuple depuis des décennies. Ce rejet d'un système qui tue. Ce rejet d'un système qui vole. Ce rejet d'un système qui n'a pas de respect pour la vie. Nous devons manifester le 8. Nous devons manifester le 8 et nous allons manifester le 8. Nous allons manifester le 8 parce que c'est un devoir. C'est un devoir humain. C'est un devoir citoyen. Nous allons manifester parce que si nous ne manifestons pas, personne ne manifestera pour nous. Si les esclaves ne s'étaient pas battus pour être libérés, ils n'auraient jamais été libérés. S'il n'y avait pas eu les Nkrumah, s'il n'y avait pas eu les Umnyobe, s'il n'y avait pas eu les Jules Nyerere, l'Afrique serait... S'il n'y avait pas eu les Nasser, Gamal Abdel Nasser, l'Afrique serait encore coloniale. Voilà l'enjeu. Cette capacité que nous devons réapprendre à jouer notre propre destin. Remobiliser nos énergies. Reprendre toute la folie qui a toujours caractérisé l'Africain, ceux qui ont bâti les grands empires. Nous devons réapprendre cette folie des ambitions que le peuple camerounais a perdu. Oui, nous devons le faire. C'est pourquoi nous devons manifester. La prison n'est qu'une étape, un épisode de temps pour moi dans la construction de cette société que nous voulons tous. Merci et je vous donne rendez-vous